faillite de la plus grande banque de la première puissance européenne. Deutsche Bank en faillite, l'économie révèle ses fragilités. Les épargnants s'inquiètent avec raison. On insiste au début d'un bank run en Europe, après la contagion des faillites des banques régionales aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un grand nombre de particuliers retirent massivement de l'argent de leurs comptes en banque. Ainsi, la plus grande banque de la première puissance européenne, la Deutsche Bank, dégringole. C'est bien sûr la plus grande banque allemande, qui est très liée aux autres grandes banques européennes, avec notamment les banques françaises BNP Paribas et Société Générale. Après la faillite du Crédit Suisse de la semaine dernière et de son rachat forcé à perte pour UBS, si la Deutsche Bank tombe, ça sera un boom systémique, équivalent à 3 fois la taille du Crédit Suisse en termes d'actifs financiers. Et voilà que la probabilité de faillite de la Deutsche Bank augmente fortement à plus de 30% de risque de défaut. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi on en est arrivé là avec la Deutsche Bank, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant qu'investisseur pragmatique, qu'on s'efforce d'être dans ce contexte unique. On va parler d'allocation personnelle sur actions, obligations et métaux précieux. Je te donnerai également au cours de la vidéo tous les détails sur les garanties réelles des assurances des dépôts de ton compte bancaire et des actions que tu détiens en France. Hélas, tu verras qu'il y a une mauvaise surprise de ce côté-là. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur pro en finance de marché. J'ai des expériences professionnelles en banque, en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide avec mes vidéos, mes outils et ma formation sur guistamp.com à te créer des rentes ainsi qu'à protéger et faire croître ton patrimoine. Tu vois, il y a des décennies où il ne se passe pas grand-chose, mais depuis 2020, on a eu le droit à assister à des restrictions de liberté jamais vues depuis 100 ans, 7 trilliards imprimés par les banques centrales aux États-Unis et en Europe, des taux d'intérêt qui étaient revenus à 0% en 2020, puis des taux d'intérêt qui augmentent à une vitesse jamais vue dans l'histoire de 2022 à 2023. On a aussi une très forte inflation, si haute qu'on n'a pas vu ça depuis 40 ans, qui est allée jusqu'à topper les 10% en zone euro en 2022. Ajoutons à ça des risques de troisième guerre mondiale avec le conflit en Ukraine, ou plutôt cette proxy war entre les deux grandes puissances militaires. Et pour couronner le tout, on est sûrement au début d'une crise bancaire massive. Alors, en tant qu'investisseur pragmatique, on va donc se concentrer sur cette crise bancaire. Ça sera déjà pas mal. Alors, si on prend un peu de recul, en Europe, on sort de plus d'une décennie de taux bas, à 0 voire négatif. Pendant cette décennie, les banques ont accumulé des obligations très peu rentables, ou, allez, au mieux, elles gagnaient 1%. Et figure-toi qu'elles en ont beaucoup dans leurs actifs. Et en ce moment, on parle beaucoup d'une banque qui en a beaucoup de ces obligations, la Deutsche Bank. La suite, on la connaît. Depuis 2022, tu le sais, si tu me suis, les banques centrales ont commencé à augmenter leur taux d'intérêt progressivement pour lutter contre l'inflation grandissante. Du coup, certaines obligations sont ainsi passées de 1% à 5 à 6 voire 7%. Alors, étant donné que les prix des obligations sont inversement proportionnels au taux d'intérêt, ces augmentations de taux ont donc occasionné des pertes latentes de plusieurs centaines de milliards dans les bilans des banques. Ainsi, Deutsche Bank aurait dans son bilan des pertes massives suite à ces augmentations de taux d'intérêt. Et quand on ajoute ça à un bank run, les liquidités de la Deutsche Bank se réduisent fortement, ce qui augmente donc très fortement du coup sa probabilité de faillite à plus de 20%. Le pire dans tout ça, c'est que toutes ces pertes auraient dû normalement être évitées. C'est-à-dire que les banques sont censées se couvrir avec ce qu'on appelle des swaps de taux. Ce sont des produits dérivés qui permettent de se couvrir contre un risque d'augmentation de taux d'intérêt. Enfin, sauf si elles sont trop gourmandes et qu'elles anticipent que les taux ne monteraient pas ou baisseraient en 2022, ce qui s'est avéré être un mauvais trade en 2022 pour ces banques. Ajoutons que ces augmentations de taux d'ailleurs ont été très largement annoncées en avance par les banquiers centraux. Donc ce n'était en rien une surprise pour une banque comme la taille de Deutsche Bank. La vraie question qui demeure, c'est en quelle proportion la Deutsche Bank est-elle vraiment couverte? À 75% de ses actifs? 50% ou encore moins à seulement 30%? Donc oui, si la Deutsche Bank est forcée de liquider ses actifs à perte, ça créerait un défaut à fort potentiel systémique, vu que la Deutsche Bank fait partie de ces banques too big to fail. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer après ça? Le scénario principal, selon moi, c'est bien sûr l'intervention des banques centrales avec des programmes de swap exceptionnels ou des prêts de liquidité exceptionnels qui prendraient en collatéral ces obligations.
Donc on aurait un retour déguisé selon moi à un pseudo quantitative easing en Europe, après celui des États-Unis qu'on a vu ces 2 dernières semaines précédentes. Un mois de mars assez unique donc, où on assiste à des sauvetages en série de banques qui n'ont pas fait correctement leur travail et qui annulent pratiquement tout l'effort de réduction de la masse monétaire du quantitative tightening des banques centrales. Après, si on veut voir le bon côté des choses, si on veut, c'est que normalement la Banque Centrale Européenne est rodée sur ce type de processus d'injection de liquidité et devrait être assez réactive si la Deutsche Bank l'appelle au secours. Donc je suppose ici que Christine Lagarde à la BCE choisira le chemin de la facilité court terme en injectant des liquidités à nouveau. Bien que ces interventions ne soient pas qualifiées officiellement de quantitative easing, je m'attends personnellement à des effets similaires de dépréciation de la devise suite à ces centaines de milliards injectés. Alors maintenant, quelles conséquences pour les investissements? Je vais te partager certaines de mes positions sur actions et te parler de mes stratégies sur des obligations ainsi que sur les métaux précieux avec l'or en tête, en faisant quelques rappels à l'ordre sur le danger des cryptos. Au passage, je te ferai un petit point de pourquoi je pense que les garanties des dépôts en France sont purement psychologiques. Côté actions d'abord, je vois ici un impact positif sur des actions de grande capitalisation qui dégagent des cash flows positifs confortables et dont leur croissance est anticipable. C'est ce qu'on appelle un mouvement de value vers growth, donc en français de valeur vers croissance. En termes d'industrie, je vois que certaines devraient continuer à bien performer dans ce contexte, notamment l'industrie des produits chimiques, la sous-industrie du luxe, et côté secteur technologique, je vois l'industrie des logiciels et services avec principalement les méga capitalisations US en tête. Le tout en sélectionnant bien sûr des actions dont les entreprises génèrent concrètement de larges bénéfices dans leur dernière publication de résultats. Au passage, indique-moi avec un commentaire si tu souhaites que j'analyse une action dans une vidéo en particulier pour te détailler tout ça. D'ailleurs, il y a 2 semaines, je t'avais partagé dans ma dernière vidéo l'une de mes réallocations aux USA, où j'anticipais que la Fed allait ralentir voire arrêter ses montées de taux d'intérêt, suite à la panique suscitée par les crises des banques régionales aux USA et à ces programmes exceptionnels de QE déguisés. Figure-toi que le discours de Jérôme Powell de la semaine suivante a confirmé ce que j'avais anticipé et que mes positions que je t'avais partagées ont surperformé de l'ordre de plus 10%. Ma conviction sur ce trade a été renforcée, bien que son potentiel de hausse reste maintenant moindre et dépendra des prochaines surprises au niveau des bancaires, et surtout la prochaine réunion sur les décisions de taux d'intérêt des banques centrales en avril. Malgré que ça soit assez osé, je te l'accorde volontiers, et pas forcément adapté à tout portefeuille long terme, je fais ce type d'allocation pour te montrer qu'en comprenant les logiques macroéconomiques à l'œuvre, on peut en tirer des leçons pour sa propre stratégie d'allocation personnelle, et donc être capable de s'adapter au contexte de marché. Car si tu me suis déjà, tu sais que la capacité d'adaptation joue un rôle important dans l'évolution dans la vie comme sur les marchés. Par contre, je reste personnellement à l'écart de l'industrie des banquières et je suis prêt à me couvrir ou me raviser si la Fed ou la BCE me donne tort au prochain meeting sur mes autres positions. Pour les autres industries, c'est au cas par cas et il me faudra plus qu'une vidéo pour rentrer dans les détails d'une allocation sérieuse. Alors oui, gérer ton allocation sur ton portefeuille long terme dans des contextes de retournement de marché, en prenant en compte l'impact de l'inflation et des politiques des banques centrales entre autres, ça peut te paraître compliqué. Sache que j'ai créé une formation qui t'aide à créer ta stratégie d'investissement selon ton profil, tes objectifs et selon bien sûr les différents contextes de marché. Alors si tu écoutes cette vidéo au moment de sa sortie, tu peux bénéficier du tarif de lancement de 150 € jusqu'à dimanche 2 avril minuit, au lieu du tarif de 200 €. Donc profites-en, c'est la seule semaine où la formation sera à ce prix-là. Dans quelques jours, il sera trop tard. Tout ça, c'est sur guystorm.com. On enchaîne côté marché obligataire et métaux précieux. Je pense qu'on arrive ici à un top local en termes de niveau de taux sur des obligations notées AAA et donc un plus bas en termes de prix. Si mon scénario numéro 1 de pivot des banques centrales se réalise, alors il y aura de très bonnes opportunités sur certains ETF obligataires à étudier. Il me faudra là aussi une vidéo entière pour entrer dans le détail et te présenter ces ETF. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Côté métaux précieux, l'or a observé une très belle envolée de plus 6%. Les investisseurs qui souhaitent protéger leur patrimoine l'ont sécurisé en poussant l'or jusqu'à frôler les 2000 $ l'once. C'est un mouvement qui s'explique par l'anticipation de la baisse sur les taux d'intérêt futurs des obligations AAA, qui sont alors moins perçues comme des valeurs refuges si tu veux. L'or en tire donc parti, car l'or joue son rôle ancestral de stockage de la valeur long terme. Par contre, je reste toujours très sceptique concernant les cryptos avec les Ponzi en Syrie,
auxquels on a assisté ces derniers mois. On a vu l'étalage de mauvaise gestion des exchanges qui, eux aussi, ont investi massivement dans des obligations pour rémunérer certaines arnaques et Ponzi. Un comble pour une solution anti-système. Personnellement, je m'attends prochainement à entendre de mauvaises surprises concernant l'exchange numéro 1, Binance. Donc attention à ne pas se laisser happer par la séduction du côté obscur de la force, des solutions de facilité court terme. Certes, ici c'est une crise bancaire, certains arguments de décentralisation peuvent être entendus, mais le Bitcoin reste uniquement un bon moyen de transférer de la valeur de façon décentralisée. Donc son utilité réelle se limiterait à faire des transferts sans tiers de confiance ponctuels. Et ce n'est donc aucunement un moyen de stockage de la valeur. On a bien vu qu'en mars 2020 avec les confinements ou en février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine, que le Bitcoin n'a pas servi de valeur refuge. Ainsi, aux dernières crises, les spéculateurs sont sortis massivement. Ainsi, c'est une caractéristique type d'un instrument de spéculation. Dans cette vidéo, j'ai parlé de bankrun. J'aimerais te partager certains mécanismes d'assurance des dépôts et garanties pour le résident français. Et j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle à t'annoncer. On a d'abord le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, nommé FGDR, qui garantit les dépôts jusqu'à 100 000 €, donc chaque compte bancaire, livret réglementé et épargne logement. Ensuite, on a des livrets réglementés, livret A, LDDS, LEP, qui sont garantis directement à 100%. Après, on a la garantie côté assurance vie avec le Fonds de garantie des assurances de personnes, nommé FGAP, qui garantit jusqu'à 70 000 € par assurance vie par assuré. Enfin, on a le PEA et les comptes titres ordinaires, donc des actions, qui sont garanties à hauteur de 70 000 € par le même premier fonds, FGDR, là aussi par client et par établissement. Ceci dit, ce n'est que de la poudre aux yeux pour rassurer les épargnants. Car en vérité, la première question à se poser, c'est quel argent garantit concrètement ces montants? Du coup, je suis allé voir dans le détail côté fonds de garantie des dépôts et des titres. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont provisionné seulement 6 milliards, sachant qu'il y a 30 millions d'actifs en France. Ça fait à peine 200 € par actif en France, si on suppose que chaque actif n'a qu'un seul compte. Après, il faut garder en tête que c'est comme ça que fonctionnent les assurances. Elles provisionnent des montants à la hauteur des risques et de la probabilité de l'occurrence de ces risques d'arriver. Ici, on est quand même sur une provision assez faible. Donc voilà, un bon rappel de pourquoi il faut toujours aller à la source de l'information. Après, maintenant qu'on a vu que c'était que de la poudre aux yeux, on va pas se le cacher, en cas de besoin, je pense que la Banque Centrale Européenne choisira d'imprimer massivement. Voilà, on n'en est pas là bien sûr, on ne sait pas si vraiment on va arriver jusqu'à là, mais c'est bon à savoir. Après, personnellement, en cas de doute, je préfère toujours détenir des actifs qui créent de la valeur concrètement. Et la valeur, pour moi, elle est dans ces entreprises, avec des hommes et des femmes qui travaillent pour résoudre de vrais problèmes, apporter de vraies solutions au monde, que ce soit par des biens, des produits, des services, et surtout dans des entreprises qui ont démontré leur capacité à faire de bonnes marges et des bénéfices durables et anticipables dans le temps. Voilà, bien sûr, tout ce que j'ai dit ici n'est que mon avis personnel, et je peux bien entendu me tromper car personne n'a de boule de cristal. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Tu es responsable de tes propres gains ou de tes pertes. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!